Bonjour à tous, vous m'entendez? Je teste un peu. Bon, déjà je vous remercie de m'accueillir, je remercie notamment la chaire d'histoire de m'avoir contacté. C'est une conférence que j'avais déjà faite l'année dernière, également pour les premières deux spécialités. Voilà, je remercie Madame Pierre, Madame Trivel de m'accueillir. Voilà, donc comme l'a dit Madame Pierre, en effet, donc, je suis doctorant donc, en histoire ancienne. Alors je ne travaille pas directement sur la question des frontières, je travaille sur l'administration financière dans les provinces orientales de l'Empire. Donc c'est pas tout à fait le même sujet, mais la question des frontières et les questions militaires, je les ai quand même beaucoup étudiées. J'ai fait quelques recherches dessus, donc c'est pour ça que l'année dernière, on avait mis en place cette idée de conférence pour varier un petit peu en fait, les interventions en cours de spécialité. Donc, je suis également professeur au collège d'Aurec. J'ai été enseignant également au lycée Léonard de Vinci. C'est pour ça qu'on se connaît bien avec la chaire d'histoire locale. Voilà, je fais quelques heures également d'enseignement à l'université Jean Monnet. Je vais aller direct dans le sujet. Donc, sur la question des frontières, donc c'est un sujet qui a vraiment passionné les géographes, qui continue d'ailleurs de les passionner. Le sujet passionne également les historiens. Il y a beaucoup de sujets donc, en histoire ancienne, sur la question de la frontière, en histoire médiévale également. Sur toutes les périodes, on a toujours eu un très grand intérêt pour cette question frontalière. Et sur les frontières de l'Empire romain, on a eu des thèses et des thèses depuis le 19e siècle, justement, où on a toujours étudié, on a eu un peu cette obsession de ce limes. Qu'est-ce que c'est que le limes? Donc je vais commencer par une introduction. Alors oui, peut-être, de toute façon, je vous donnerai, on n'a pas eu le temps de le faire maintenant, je vous donnerai en fait la photocopie de mon plan avec les mots latins un peu compliqués. Du coup, au niveau des titres, peut-être pour gagner en efficacité, ne vous cassez pas la tête à noter tous les titres des parties. D'accord, vous notez juste les numéros, grand 1, A, etc. Et tout ce qui est mots latins, je vais dire pas mal de mots latins. Pareil, je vous donnerai en fait une sorte de petit glossaire. Voilà. Du coup, c'est pour que vous rendiez votre prise de notes un peu plus efficace. Donc rapidement, je vais parler l'introduction. Qu'est-ce que c'est que la frontière dans le monde romain? Parce qu'il faut savoir que penser les frontières à l'époque antique, c'est pas tout à fait penser les frontières comme aujourd'hui. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on appelle le limes? À la base, le limes, ça désignait même pas la frontière, ça désignait en fait des sentiers en territoire ennemi que traçait l'armée. Le but, c'était justement quand les armées romaines faisaient des conquêtes, géographiquement, on essayait de voir par où ils vont passer pour avancer au niveau donc des conquêtes. Et le limes, à la base, c'est ça, c'est un sentier qui est ouvert en territoire ennemi, et petit à petit, notamment à l'époque impériale, c'est-à-dire à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, il va désigner une frontière militarisée et fortifiée. Alors, il faut savoir que le limes, ce qu'on appelle le limes, cette frontière du limes, ce n'est pas entièrement fortifié. C'est une frontière, mais on n'a pas une fortification continue. Il ne faut pas imaginer une sorte de muraille de Chine qui entoure l'Empire romain, ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et un autre aspect, c'est que la frontière, elle n'est pas linéaire. D'accord ? Vous allez voir que c'est très compliqué. Ce n'est pas aujourd'hui une frontière dans les États modernes actuels, c'est clairement défini. À l'époque antique, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le problème, c'est que on revient toujours un peu à cette conception qu'ont les Romains de la frontière qui est vraiment différente de la nôtre. Donc, la frontière, on ne peut pas la dissocier de la question militaire. D'accord ? Il faut savoir que l'Empire romain repose sur une armée qui est professionnelle, soldée, c'est-à-dire que le soldat, c'est une armée de métier, il touche ce qu'on appelle une solde à partir de l'époque impériale, et c'est une armée permanente. Il faut bien savoir que le côté permanent, finalement de l'armée, qui est finalement un critère des États modernes un petit peu après au XVIe siècle, c'est quelque chose qui est très présent au niveau de l'Empire, et c'est quelque chose qui se perd un petit peu donc, au cours de la période médiévale. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Donc, autre chose aussi, qui au niveau des conceptions de la frontière, il faut savoir que l'Empire romain, c'est un empire, ce n'est pas un royaume. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un empire et un royaume? C'est que l'empire a une vocation à l'universalité. Qu'est-ce que ça veut dire l'universalité? C'est que l'empire, les frontières ne sont pas destinées à rester fixes. Le but, l'empereur qui est à la tête de l'empire, il part du principe qu'il est à la tête de tout l'univers. C'est-à-dire que l'empire, il a une vocation, c'est cette vocation universelle, c'est-à-dire que
l'empereur doit repousser les frontières au-delà du monde connu. D'accord ? Il faut savoir qu'il y a toujours un peu cette idée que, justement, l'empereur est à la tête d'un empire qui n'est pas fixe. C'est pour ça que la frontière, dans le discours, parce que là c'est vraiment le discours, les frontières sont mouvantes. On verra que dans la réalité, c'est différent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a toujours cette idée que l'empereur doit agrandir les frontières. L'Empire romain est au centre de l'univers. C'est d'ailleurs un monde qui est, on va décrire donc ce monde comme étant le monde des cités, le monde de la civilisation. Et les Romains, justement, font une distinction très claire entre le monde, le leur, et le monde des barbares, qui n'est pas forcément le monde étranger. C'est ça qui est assez curieux. Les Romains eux-mêmes se considèrent comme des étrangers, donc je vous renvoie au mythe de l'Énéide, ou la fondation de Rome, le fameux mythe des jumeaux Romulus et Rémus, qui descendent de Énée. Les Romains, dans leur mythe des origines, ce sont des étrangers qui sont arrivés sur une terre, et c'est pour ça que ce n'est pas forcément de la xénophobie, c'est pas le monde étranger en fait qu'ils rejettent. Finalement, au-delà des frontières de leur empire, c'est le monde des barbares. Voilà. Donc le monde des barbares, qu'est-ce que c'est pour les Romains ? C'est le monde non civilisé qui ne connaît pas la cité. Ils considèrent que d'ailleurs les barbares sont livrés au despotisme au-delà de ces cités, et que dans le discours, l'empire justement doit s'agrandir pour amener la civilisation à ces barbares. Voilà, parce que le problème c'est que ces barbares ne connaissent pas le système antique de la cité, ils ne peuvent pas connaître la civilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, il faut bien donc avoir cette idée que les Romains, ils sont au centre de l'univers, leur empire, il s'agrandit, et la grande distinction qu'ils font, c'est la différence entre leur monde à eux et le monde des barbares, mais le monde des barbares qui est destiné à être conquis. D'accord ? C'est ça vraiment, ce principe d'universalité, et c'est pour ça qu'on parle d'empire et pas de royaume. Et cette distinction, elle est importante parce qu'elle a un héritage très fort pour l'époque médiévale. Alors, je vais commencer un peu rapidement par parler du Grand 1. Donc, je vais vous parler. Alors, l'Empire, c'est des choses que vous avez vues en 6e. Je sais que c'est un peu loin. Ceux qui font du latin, vous avez peut-être un peu plus de bagages. La période impériale, souvent, on la coupe en deux de manière très caricaturale. Souvent du 1er siècle au 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, c'est même plus compliqué que ça parce que l'Empire est même fondé au 1er siècle avant Jésus-Christ. Au 2e siècle après Jésus-Christ, justement, on est sur une période qu'on appelle le Haut Empire. Ensuite, on a une période que les historiens n'ont jamais réussi à bien caser, c'est le 3e siècle. Et après le 3e siècle, on a ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, qui est en fait, on parle de fin de l'Empire romain. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, en gros, il faut bien retenir que vous avez une première période qui est le Haut Empire, et une deuxième période qui est le Bas Empire, avec le 3e siècle au milieu, qui est un siècle, on ne sait pas trop quoi en faire. Je suis désolé avec le masque, j'ai un peu du mal, il fait que descendre. Alors, je vais commencer au niveau de la frontière à l'époque haute impériale. Déjà, à l'époque haute impériale, il faut bien savoir qu'on a un ralentissement des conquêtes. Il faut savoir que l'essentiel des conquêtes de l'Empire a été fait, une grande partie, à l'époque républicaine. Là, je vous mets une carte, justement, de la République, c'est-à-dire c'était le régime avant l'Empire. La plupart des conquêtes de l'époque romaine ont été faites à ce moment-là. Alors évidemment, vous voyez la carte, il y a beaucoup de trous. Voilà. Le but, c'est que lorsqu'on arrive à l'époque haute impériale, on va combler ces trous. Donc forcément, les frontières, elles bougent. Là, c'est la frontière, justement, les frontières de l'Empire aux alentours, au début du IIIe siècle. On observe qu'en effet, il y a les provinces sont beaucoup plus compactes et qu'on a des frontières qui ont été un peu repoussées. Par contre, on observe que les opérations militaires vont être de plus en plus limitées. On en a énormément, mais sauf qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs. Les opérations militaires que les empereurs vont mener au 1er siècle après Jésus-Christ, ce sont des opérations essentiellement de pacification. Il y a quelques conquêtes, je vais vous en parler, notamment au niveau de ce qu'on appelle la Germanie, qui est en fait toute cette zone-là qui correspond en fait un peu à l'Allemagne actuelle. On va avoir des conquêtes du côté de l'Orient, je vais vous en parler un petit peu. Alors il faut savoir que le premier empereur romain, qui s'appelait Auguste, lorsqu'il meurt,
il avait laissé un testament, et justement, on n'a jamais trop su ce qu'il a voulu dire dans ce testament, mais il avait conseillé à son successeur, qui s'appelait Tibère, justement, de limiter l'impérium. Le problème, c'est que, encore actuellement, les historiens ne savent pas ce qu'il a vraiment voulu dire. Est-ce qu'il a voulu limiter le renforcement du pouvoir impérial, ou est-ce qu'il a dit à son successeur « lève le pied sur les conquêtes » ? Parce que justement, au bout d'un moment, on s'apercevait que les conquêtes commençaient à être difficilement gérables, et parce que c'est bien beau de faire des conquêtes, mais votre empire, vous devez l'administrer. Et il faut savoir que l'Empire romain, même si on a des fonctionnaires, des agents de l'État, on n'a pas le même nombre d'agents de l'État que peuvent connaître les États modernes comme aujourd'hui. Donc Auguste aurait peut-être dit à ses successeurs, ralentissez un peu au niveau des conquêtes. On va quand même avoir des conquêtes qui vont se poursuivre, hein, notamment des conquêtes au niveau donc, de la Germanie, comme je l'ai dit. On a des conquêtes au niveau de l'Orient également, hein, au niveau de la frontière syrienne, on va beaucoup repousser. Alors, il faut savoir que justement, au niveau des frontières, les frontières justement en Occident, donc tout cet espace-là, hein, donc au niveau de la Germanie, du Danube, du Rhin, Rome est en contact surtout avec des peuples barbares, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas forcément organisées, il n'y a pas d'État moderne, alors que du côté de l'Orient, ici, ils sont en contact en fait avec un empire qui est quand même un peu plus organisé, c'est l'Empire perse. Et l'Empire perse, c'est un véritable État organisé qui est très vaste, hein. Donc, il couvre une bonne partie de la Mésopotamie, de l'Iran actuel, hein. Il va à peu près jusqu'aux frontières de l'Inde. Hein. Et forcément, vu que ce n'est pas le même type d'État, la politique de l'Empire va être très différente entre l'Orient et l'Occident. Parce qu'évidemment, gérer les frontières voisines avec un empire organisé et avec des sociétés barbares qui n'ont pas d'organisation, honnêtement, c'est complètement différent en matière de gestion. Alors, malgré tout, on a quand même des conquêtes hein, qui ont été menées au cours du 1er siècle. Hein. Notamment, je vais parler de la conquête de la Bretagne. Alors, la conquête de la Bretagne, hein, elle a été faite au 1er siècle, après Jésus-Christ. C'est un empereur qui s'appelle Claude qui a organisé donc, cette conquête. Hein. Ça faisait très longtemps d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu une conquête massive. Hein. Alors, ce qu'on appelle la Bretagne, hein, donc évidemment, il ne faut pas le confondre avec la Bretagne, la nôtre, hein, qui est ici, mais vraiment, donc, ça correspond à la Grande-Bretagne. Donc, les Romains parlent de Britannia, hein. Donc ça désigne donc, cet espace. Hein. Donc, on a également donc, pas mal de conquêtes aussi au cours du IIe siècle après Jésus-Christ, des conquêtes qui justement repoussent un petit peu les frontières. C'est notamment des conquêtes au niveau de cette zone, c'est-à-dire au-delà du Danube. Hein, vous voyez un peu le Danube. On a toute une série de conquêtes au niveau de ce qu'on appelle la Dacie, qui ont été effectuées par un empereur qui s'appelle Trajan. Donc pareil, hein, là, la frontière a été repoussée. On a également donc, des conquêtes qui ont été effectuées donc, à ce niveau-là, donc au niveau du Norique, des Panomies. Hein, c'est les conquêtes qui ont été faites par Marc Aurèle. Hein, je ne sais pas si vous avez vu le film Gladiator. Au début, on voit une bataille en fait, et ça parle en fait, de ces opérations militaires que l'empereur Marc Aurèle a menées contre des tribus barbares à peu près donc, à ce niveau-là, c'est-à-dire c'était notamment ce qu'on appelle les Quades et les Marcomans, qui sont des tribus germaniques. Et Marc Aurèle, alors quand il a fait ses opérations militaires, il a fait quelques conquêtes, mais le but c'était surtout de sécuriser la frontière. D'accord ? Donc rapidement, il y a quelque chose qu'on observe, c'est que les frontières à l'époque impériale vont se stabiliser. Et en fait, ce qui est très intéressant à observer, c'est qu'à certains endroits, notamment du côté de l'Occident, on utilise les éléments naturels. Notamment, vous avez la question du Rhin, du Danube, qui sont en fait des grands fleuves. Et les Romains, justement, pour les Romains, ce sont des repères. Alors pareil, ce ne sont pas des repères fixes. Je reviens donc à l'époque d'Auguste, hein, le premier empereur romain. Pendant très longtemps, il considérait que la frontière était au-delà du Rhin. Il considérait qu'en fait, jusqu'au fleuve de l'Elbe, qui n'est pas représenté, qui est à peu près, je ne sais plus trop, par là, il considérait que toute cette zone était sous domination romaine. Et en fait, en 9 avant Jésus-Christ, on a 3 légions romaines qui ont été massacrées justement dans cette zone-là. Et c'est là où Auguste s'est aperçu, en fait, non, au-delà du Rhin, je ne contrôle pas grand-chose, en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle le désastre de Varus. Hein. Auguste a mis très longtemps à s'en remettre. Les écrits disent qu'il en faisait même des cauchemars.
justement. Mais par contre, elle lui a montré quelque chose, c'est que justement, la frontière, il fallait vraiment plutôt la fixer sur le Rhin. Donc, on arrive à la fin donc, du IIe siècle, donc les frontières sont fixées à ce niveau-là, au niveau du Rhin, du Danube. Au niveau pareil, donc ça j'y reviendrai sur l'Afrique, ça un petit peu. Dernier empereur aussi, intéressant à retenir sur la période, donc c'est au début du IIIe siècle, c'est l'empereur Caracalla. Vous avez peut-être étudié en seconde, parce qu'il a donné la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire. Et au début du IIIe siècle, Caracalla a fait énormément d'opérations militaires au niveau des frontières, notamment au niveau du Danube et au niveau du Rhin. Et ces opérations militaires ont été hyper violentes. Les légions romaines n'ont jamais été aussi violentes à ce niveau-là. Même si on était d'ailleurs dans un sujet d'histoire contemporaine, Caracalla aurait sans doute été accusé de génocide. Voilà. Mais souvent, d'ailleurs, on dit que Caracalla a tellement fait de massacres au-delà des frontières qu'il aurait peut-être repoussé, en fait, il aurait fait décaler les invasions barbares qui vont arriver un petit peu après. Voilà. En fait, évidemment, quand il faisait ça, c'était des opérations qu'on appelle entre guillemets de pacification, mais pacification, comment dire, manière Schwarzenegger. Le but, c'était vraiment de nettoyer en fait toutes les tribus barbares qui étaient proches de la frontière, de manière à essayer de créer une sorte de no man's land. Oui, parce que l'expression no man's land, pendant très longtemps, elle a été utilisée par certains historiens pour désigner en fait les frontières. Donc il y a une expression, vous savez, le no man's land, c'est pendant la Première Guerre mondiale, c'est cette zone entre les tranchées où il n'y a pas une âme qui vive. Et certains historiens ont parfois considéré que Limès était finalement une sorte de no man's land. Alors, dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que dans certains endroits, on a un peu cette impression de no man's land au niveau donc, de la frontière. Donc, je vais avancer donc, sur mon point suivant. Donc là, l'idée principale que je voulais vous montrer, c'est qu'on a toujours des conquêtes, mais on a un ralentissement des conquêtes, et le but, c'est d'essayer de pacifier les frontières. Et l'idée qu'il faut aussi retenir, c'est que les frontières, c'est pas statique, elles bougent. Donc j'avance un peu sur la constitution du limès en soi. Donc le limès, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas le séparer de l'armée. Vous avez un rôle fondamental pour l'armée. À l'époque impériale, c'est un peu moins les conquêtes, c'est surtout la défense et la surveillance du territoire. Alors les armées romaines, au total, à l'époque haute impériale, c'est entre 300 000 et 400 000 soldats. C'est très difficile pour les historiens militaires de les évaluer. En soi, ça fait beaucoup, mais c'est insuffisant pour contrôler le territoire de l'Empire. Au regard du nombre de kilomètres carrés, les effectifs sont largement en dessous. Alors, rapidement sur l'armée romaine, c'est assez compliqué, je ne vais pas vous expliquer toute la structure, mais globalement, l'armée romaine est divisée en légions, qui sont en fait des unités de 5000 soldats composées de citoyens romains, et vous avez une partie de l'armée qu'on appelle les auxiliaires, qui en fait sont des soldats, mais qui n'ont pas la citoyenneté romaine. Donc je ne vais pas m'attarder sur le détail, mais c'est important de savoir, parce que justement, la gestion des auxiliaires et des légionnaires est différente au niveau des frontières. D'ailleurs, souvent, les auxiliaires, on a tendance un peu à les envoyer un peu sur le front, tandis que les légionnaires, un peu plus privilégiés, restent un peu plus en arrière. Et je vais y revenir. Donc, au niveau du Rhin, au niveau du dispositif de défense, je vais m'arrêter sur une carte où, justement, tous les carrés, ce sont les fortins, etc. Donc, je vais essayer de vous faire un petit panorama de comment est organisé le système. Donc le limès, justement, on considère que vous avez une zone militaire. Donc la première, c'est justement toute cette zone qui correspond au Rhin, qu'on appelle le limès rhénan, qui est en fait une sorte d'ensemble compact. Alors, on avait créé, enfin, pas nous, mais les empereurs romains avaient créé des districts militaires, donc à peu près ici, où l'armée, justement, stationnait. On avait plusieurs légions, on en avait à peu près 8. Et à la fin du 1er siècle, à partir de ces districts militaires, l'empereur Domitien a décidé de créer 2 provinces qu'on appelle la Germanie inférieure et la Germanie supérieure. Et ces 2 provinces, qui sont issues de districts militaires, en fait, leur but, avant tout, elles ont un but militaire, c'est justement constituer le limès et ainsi protéger les provinces gauloises, l'Aquitaine, la Lyonnaise, la Narbonnaise, qui sont en fait les 3 provinces gauloises. Le but, voilà, la création de ces provinces de Germanie, ce sont des provinces
qui ont un côté très militaire, mais aussi un peu civil malgré tout, mais elles sont vraiment nées de l'armée frontalière. Alors évidemment, c'est toujours pareil, hein, l'armée, au niveau de la Gaule, hein, vous avez très peu de légions. La plupart des légions, elles sont essentiellement situées sur le front, hein, donc c'est ça le but. On verra que justement, de mettre toutes les légions sur le front, ça va poser quelques problèmes un petit peu après. Je vous expliquerai pourquoi. Le dispositif du limes rénan, eh ben, ils vont le mettre en relation avec le limes de Bretagne. Je vous expliquerai comment. Parce que forcément, au début, avant l'empereur Claude, la Bretagne n'en faisait pas partie. Donc forcément, lorsqu'il a fait la conquête de la Bretagne, il a fallu organiser le système de défense. Hein, donc je reviendrai sur ce fameux mur d'Adrien un petit peu après. Donc il faut savoir que justement, la gestion de ce limes au niveau du Rhin, eh ben, ça évolue dans le temps, en fonction des besoins. Comme je vous ai dit, on avait 8 légions qui stationnaient au niveau du Rhin. Eh ben, selon les besoins, de temps en temps, eh ben, on va essayer de faire un peu des variables d'ajustement. Et au cours du IIe siècle après Jésus-Christ, on va retirer 4 légions, parce qu'on s'aperçoit que finalement le Rhin est à peu près bien sécurisé. Et vu qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, hein, comme je vous ai dit, hein, Marc Aurèle fait notamment donc, des opérations au niveau du Danube, on considère que c'est au niveau du Danube que c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les légions qui étaient là, on en fait basculer une partie du côté du limes du Danube, de manière en fait à renforcer cette zone-là, parce que les empereurs considéraient qu'au niveau du Danube, c'était un peu plus compliqué au IIe siècle. Et en fait, ce qui est un peu dramatique pour le Rhin, c'est que les empereurs vont avoir tendance un petit peu à négliger en fait cette zone-là au fil du temps. Et en fait, vers la fin de l'Empire romain, ça va même poser des problèmes au niveau du Rhin. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, il faut savoir qu'aussi, au niveau des successions des empereurs romains, vous avez beaucoup de guerres civiles, de coups d'État, de complots, etc. Et en fait, quand vous avez justement des successions qui sont un peu, agitées par les coups d'État, et vu que les coups d'État, ça se fait avec l'armée, ben souvent, il y a une sorte de turnover au niveau des soldats, parce que le nouvel empereur qui arrive, souvent, il va regarder, alors attends, c'est qui les légions qui ont été fidèles? Alors eux, ils étaient avec l'opposant. Et en fait, ça s'est vu notamment au 1er siècle, avec Vespasien, quand il est arrivé au pouvoir. Il s'est aperçu que les légions du Rhin avaient soutenu son opposant. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il licencie une partie des légionnaires et il les remplace. Parce qu'évidemment, le but, hein, quand un empereur romain arrive au pouvoir, surtout après un coup d'État, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on regarde l'administration, qui c'est qui est fidèle, et on fait un turnover, hein, justement, pour placer des légionnaires un peu plus fidèles, hein, à ce niveau-là. C'est pour vous montrer que, justement, les troupes frontalières, ça bouge, en fait. Voilà, il les a licenciés, il n'y a pas de retraite, hein, voilà, c'est vraiment, et il les a remplacés donc, par d'autres soldats un peu plus fidèles. Alors, qu'est-ce qu'on observe également? C'est que les légions, elles vont se sédentariser au cours du 1er siècle. Et le fait que les légions se sédentarisent au niveau des frontières, ça nous montre quelque chose, c'est que justement, les empereurs romains, ils ont moins le goût aux conquêtes. Hein, et on le voit notamment au niveau de l'archéologie, parce qu'à l'époque républicaine, quand il y avait beaucoup de conquêtes, les forts étaient en bois, essentiellement. Et là, on passe à des forts en pierre. Et l'archéologie nous le montre clairement, hein, sur les frontières, ce sont donc des fortins qui sont en pierre, on a des tours, etc. Ce qui nous montre que finalement, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de mouvement, mais que petit à petit, l'armée se sédentarise et ça permet de fixer un petit peu ce limes, même comme si je vous ai dit, hein, il n'est pas statique. Hein, on veut essayer justement de fixer les choses. Et au cours du IIe siècle après Jésus-Christ, je vous ai parlé de l'empereur Trajan qui faisait beaucoup de conquêtes. Lorsqu'il est mort, hein, son successeur qui s'appelle Adrien avec un H, Adrien, lui, décide de fixer encore plus les conquêtes et de ralentir de manière vraiment importante le mouvement de conquête. Donc ça, je vous reparlerai un peu de la politique d'Adrien. Donc rapidement au niveau des camps. Donc, je vous montre, on a tous un peu cette image, hein, du camp donc, dans Astérix et Obélix, hein, donc un peu rectangulaire comme ça. Alors forcément, Astérix et Obélix, c'est à l'époque républicaine, hein, du coup les palissades, les palissades sont en bois, etc. Souvent, les camps romains, il faut savoir qu'ils sont organisés un peu comme sont organisées les cités. D'accord, hein, souvent, oui, on a toujours une partie où vous avez les officiers. Alors c'est qu'Astérix et Obélix, hein, c'est Astérix, hein, mais malgré tout, il y a des choses historiques qui sont parfois assez intéressantes. Et notamment, il faut savoir que justement, au niveau des camps, vous avez parfois toute une vie
Et souvent, là, au centre des camps, là où il y a la tente des officiers, c'est quasiment, ça fait presque penser à des places publiques, en fait. Alors, dans les camps, d'ailleurs, c'est pas juste, d'ailleurs, on n'a pas juste une présence militaire hein, dans les camps. On a toute une vie, on a des hôpitaux, etc. On a, comment dire, on a des entrepôts pour le ravitaillement. Voilà, les camps romains, voilà, c'est pas juste justement du cantonnement. Et d'ailleurs, les camps, on le verra, sont très liés à la dynamique économique des régions frontalières. Donc ça, donc j'y reviendrai un petit peu dessus. Donc, comme je vous ai dit, donc l'armée, elle est implantée. Donc, l'armée, elle est implantée sur les frontières. Elle bouge un peu moins. On surveille l'extérieur, mais on surveille également l'intérieur. Et plusieurs fois, quand justement il y a des révoltes, des coups d'État, souvent vos armées, alors c'est arrivé plusieurs fois en Gaule, hein, on est obligé de faire manœuvrer les armées pour parfois elles viennent faire de la pacification intérieure et ensuite on les fait retourner sur les frontières. D'accord ? C'est pour ça que le limes, justement, c'est pas forcément une frontière qui est destinée uniquement à surveiller l'extérieur, mais aussi on surveille donc l'intérieur. Alors, il faut savoir que justement, au niveau du limes, il ne faut pas imaginer une frontière linéaire, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. Au niveau justement de la frontière, vous avez tout un réseau de forts, et tout ce réseau de forts, là, ils ne sont pas tous représentés. Hein. Si on faisait un zoom, en fait, on verrait qu'il y a vraiment une sorte de réseau très dense, et en fait, les forts qui sont tous mis en connexion entre eux, et ça a permis en fait aux Romains de développer le réseau routier de la frontière. Il faut savoir qu'au début, au début du limes, il y avait juste des forts, juste l'armée qui était là. C'était pas très développé. Et en fait, pour les empereurs romains, ce limes, avec de mettre en réseau tous ces forts, ça a permis vraiment de connecter, de mettre en place vraiment une connexion, d'une sorte, si on parlerait de la France en géographie, on parlerait d'aménagement. On a aménagé tout le réseau routier. Hein. Il faut savoir que les Romains, justement, le réseau routier, ça faisait partie vraiment donc, des grandes priorités. Il fallait vraiment connecter. Alors, autant dans les provinces de l'intérieur, c'était les cités qui étaient les points de connexion du réseau routier. Et bien, sur le limes, ce sont les fortins. Donc, on a tout un réseau routier qui est très présent et qui met en relation donc, tous ces forts, etc., etc. D'accord ? Alors évidemment, le limes, il va s'appuyer sur les forts et il s'appuie, comme je vous l'ai dit, hein, sur les éléments naturels. Donc comme ici, c'est plutôt les fleuves, hein, mais ça peut être aussi sur les vallées, sur certaines montagnes, etc. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai parlé de l'empereur Adrien, donc je vais revenir un petit peu, c'est sur la question donc, du fameux mur d'Adrien. Alors, le limes au niveau de la Grande-Bretagne, donc il est un petit peu différent c'est un peu une exception. C'est le seul endroit où on a en fait un mur continu. Mais vraiment, le mur est continu. Il faut savoir que sur les autres parties du limes, vous n'avez pas une fortification continue. Vous avez des morceaux de fortification, des forts par-ci par-là, des palissades, des tours. Le mur d'Adrien, c'est vraiment ce qu'on pourrait comparer, une sorte de muraille de Chine. Alors, je ne me souviens plus trop, hein, il s'étale sur plus de 160 km. Vous avez à peu près, si je ne dis pas de bêtises, vous avez 300 tours, 80 forts, 13 camps, ou 16 camps, je ne me souviens plus. Hein. Voilà. C'est vraiment donc, quelque chose, une sorte de mur en continu. Il fait à peu près de largeur 3 à 6 mètres, 4 à 5 mètres de haut. Voilà, c'est vraiment le but. Alors attention, hein, ce n'est pas forcément très efficace, hein, je veux dire. Mais voilà, Adrien, c'est le seul endroit justement où il a décidé de faire un mur en continu. Alors Adrien a essayé de faire des murs au niveau du Rhin, mais quand vous regardez un peu d'un point de vue archéologique, vous n'avez pas de mur en continu sur les autres endroits. Vous avez parfois des morceaux de murs, mais ça va s'arrêter là. Là, c'est vraiment un mur en continu qui coupe la Grande-Bretagne en deux, hein, vraiment d'un côté on a la Bretagne et de l'autre on a ce qu'on appelle l'Écosse. Alors là vous avez vu que justement vous avez un autre mur qui est devant, c'est le mur d'Antonin. Antonin c'est son successeur qui s'est dit tiens on va essayer de faire un autre mur, ça permet de faire la conquête de ce morceau-là, sauf que le mur en fait est rapidement abandonné un petit peu après. Alors je vous montre un peu des images, on a beaucoup de vestiges archéologiques et justement quand je vous dis que les fortifications épousent le relief, on le voit bien là justement. Là, vous voyez, là, vous voyez bien que justement, on était un peu stratégique. Le mur, on le fait passer au-dessus. On ne va pas le faire passer pas dessous. Enfin, voilà, c'est des trucs qui ont un peu de bon sens.
J'avance, hein. Voilà, vous en avez d'autres, hein. Là aussi, là pareil, le mur, vous voyez bien qu'on épouse le relief, on utilise les éléments naturels, on passe par là, on passe pas par en dessous. Voilà. Là, alors ça, c'est des reconstitutions du mur dans certains films, hein, qu'on voit, qui sont des reconstitutions sont difficiles. Bon, de toute façon, le mur n'avait rien d'extraordinaire en soi, hein. Et donc là, notamment, on voit qu'il y a des camps au milieu, hein, parce que forcément, le mur, il faut le garder. Et le mur, hein, en soi, il n'est pas forcément très efficace, et notamment à la fin de l'Antiquité, j'y reviendrai, le mur d'Adrien va se révéler parfois une vraie passoire à certains moments. Parce que forcément, 160 km de mur, c'est parfois un peu compliqué, puis surtout à un moment où les troupes frontalières commençaient un peu à avoir un peu la flemme de défendre en entier, j'y reviendrai un petit peu après. D'accord ? Donc j'avance un peu, je vais essayer de revenir sur la carte. Je ne vous ai pas parlé donc des autres zones. Hop. Donc, en fait, pour le moment, je vous ai parlé essentiellement de ces secteurs, le secteur du Rhin, le secteur donc, de la Bretagne. Vous avez le secteur donc, du Danube, le limès danubien. Comme je vous ai dit, le limès danubien, au cours du IIe siècle, on va mettre le paquet sur cette zone-là, au point d'ailleurs de dégarnir le limès du Rhin. Du côté de l'Orient, donc de l'Orient, pareil, ben là forcément ça va être très différent. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même géographie. Et au niveau du limès d'Orient, ben justement le système va beaucoup reposer sur les villes. Vous avez beaucoup donc de villes. Là c'est vraiment le réseau des cités, c'est le réseau urbain. L'armée va se reposer justement, elle va organiser son système de défense frontalier sur justement le réseau de cités qui est très dense en Orient. Il faut savoir qu'autant en Occident, le réseau urbain est un peu moins dense, en Orient, vous avez un héritage qui est très fort, hein, c'est l'héritage d'Alexandre le Grand et de ses successeurs qui ont beaucoup urbanisé l'Orient. Et pour les empereurs romains, justement, l'Orient, justement, il ne peut pas reposer sur le même système qu'en Occident, et du coup, on utilise beaucoup le réseau des cités, et notamment le réseau routier hein, qui se développe, qui s'est développé hein, déjà depuis l'époque hellénistique, hein, qui est en fait la période avant que les Romains arrivent. En fait. Alors du côté de l'Afrique, là aussi, le limès, ben, la gestion est différente parce que forcément, hein, ben, vous avez le Sahara, vous avez les déserts, hein, du coup ben, la gestion est complètement différente. Alors là aussi, hein, les Romains ils mettent quelques forts. Ça ne sert à rien de faire un mur en continu. Hein. Donc forcément, vous avez un désert, ils ont combien compris que c'était totalement inutile. Du coup, qu'est-ce que c'est ? On met fait quelques fortins à droite à gauche. Merci de votre attention, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc il faut bien aussi retenir ce limès, hein, ce n'est pas une barrière infranchissable. Hein. D'accord ? D'ailleurs, c'est souvent que les barbares, quand ils font les incursions, parfois ils arrivent à passer sans problème. Hein. Parfois, c'est un peu dur. Et d'ailleurs, j'y reviendrai parce que justement, les barbares, dès qu'ils passent, s'ils ont réussi à passer le barrage, souvent, ils ne vont pas rencontrer d'armée. Parce que l'armée, elle est tellement concentrée sur les frontières que le problème, c'est qu'une fois que vous avez réussi à passer le barrage, ben, il n'y a personne pour vous arrêter. Alors, le temps que l'armée romaine fasse demi-tour pour dire « Allez, on va leur courir après », l'armée romaine est très efficace en race campagne, mais elle est très lente à manœuvrer. Et le problème, c'est que les barbares, ils ont plus tendance à faire un peu de la guérilla, et c'est vrai que l'armée romaine n'est pas toujours adaptée justement pour les techniques voilà, de guérilla. Hop. Allez, j'avance un petit peu. Alors si, juste au niveau, d'un point de vue un peu plus administratif. Donc l'Empire romain, vous l'avez étudié un peu en seconde, hein, il est divisé en provinces, hein, qui sont un peu, alors je caricature, hein, qui sont un peu l'équivalent de nos régions. À la tête, vous avez un gouverneur, hein, et en fait, les provinces n'ont pas le même statut. Et en fait, on observe que les provinces frontalières, on les appelle les provinces impériales. Pourquoi ? Parce que l'empereur nomme directement le gouverneur. Et dans les provinces frontalières, c'est les seules provinces où l'empereur, alors là aussi je caricature un peu, c'est les seules provinces où l'empereur a des armées sous son commandement. Alors que les provinces de l'intérieur, on considère que c'est un peu moins grave, il n'y a pas d'armée, d'ailleurs c'est même pas l'empereur qui nomme le gouverneur. Hein. Mais par contre, les provinces frontalières, l'empereur nomme le gouverneur, ce qui montre que l'empereur il a un intérêt très fort pour la frontière. Voilà, c'est pas... Autant les provinces de l'intérieur, les gouverneurs sont tirés au sort par le Sénat, les provinces frontalières, non, c'est l'empereur qui décide.
En plus, c'est stratégique pour lui. Sachant que ces gouverneurs ont la main mise sur les armées, il ne faut pas que ce soit n'importe quel gouverneur. Il ne faut pas oublier que les empereurs romains, ils ont la crainte du complot. Si vous mettez un gouverneur qui n'est pas très fidèle et qui est la tête de quelques légions et tout, c'est un peu compliqué. Donc j'avance un petit peu sur mon dernier point, qui sera très rapide. Et ça, je vous ai pensé à vous en parler un petit peu. Donc il faut savoir que justement, la frontière, on ne peut pas la dissocier également de l'économie. Comme je vous ai dit, on a parfois beaucoup imaginé que c'était une sorte de no man's land. Alors ça, c'est un peu la caricature qu'on fait un petit peu du Limes, surtout au niveau de l'Occident. Malgré tout, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a une dynamique commerciale qui est très forte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un réseau routier qui s'est développé. À la base, ce réseau routier, c'était pour le déplacement des armées. Mais il y a beaucoup de commerçants qui ont profité. Et malgré le fait que justement il y a une sorte de séparation entre le monde barbare et le monde romain, il y a quand même il y a des échanges. Il n'y a pas forcément énormément d'échanges, mais on a quand même une présence d'échanges. Et le limes, il sert également un peu de péage. Par exemple, le mur d'Adrien, c'est un péage. Et c'est vrai que les marchands, il n'y a pas de souci, l'Empire, il n'est pas fermé sur lui-même, il n'y a pas un protectionnisme, de type Colbert. Les frontières sont relativement ouvertes, relativement. Et du coup, et en plus, l'avantage pour les Romains, forcément, toutes les marchandises qui rentrent dans l'Empire, ils taxent. Voilà, il y a une sorte de TVA qui pèse. Donc voilà, ce sont des péages. Notamment du côté de l'Orient, du côté des provinces de la Syrie, de l'Arabie, vous avez beaucoup de commerce avec les caravanes. Et le commerce, parfois, il vient de très loin. Parfois, avec la route de la soie, ça va jusqu'en Chine. D'accord ? Du coup, c'est pour ça que ces frontières, et même si dans le discours officiel, on a l'impression qu'on a un empire qui est renfermé sur lui-même au centre de l'univers, malgré tout, les Romains, dans la réalité, ils sont bien obligés de se dire, oui, on va quand même faire un peu de commerce. Et comme je vous ai dit, les Romains considèrent qu'ils sont le seul empire organisé, le seul empire qui en vaille la peine sur Terre. Ils savent très bien qu'il y a l'empire perse, et ils savent très bien qu'un peu plus loin, il y a l'empire chinois. Alors le problème, c'est que l'empire chinois et l'empire perse, eux, ils ont le même discours. Pareil, dans leur discours, c'est on est tout seul. On est les seuls empires organisés, etc. Alors évidemment, c'est pour ça que les frontières dans le discours et les frontières sur le terrain, c'est pas pareil. C'est que dans le discours, oui, les Romains, ils sont tout seuls, et pourtant, ils savent bien qu'au niveau de leurs frontières, il y a d'autres empires à côté, qu'il faut le prendre en compte, etc. etc. D'accord ? Donc, je vais passer à la deuxième partie de la conférence. Justement, c'est la question de l'Antiquité tardive, du coup, à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Alors, pendant très longtemps, cette période, on appelait ça le Bas Empire. Alors, évidemment, les historiens, ils sont revenus un peu dessus, parce que justement, l'expression Bas Empire, il y a un côté péjoratif. Il y avait le Haut Empire, c'est-à-dire que le Haut Empire, c'est bien, ça se passe bien, c'est une période prospère, et le Bas Empire, c'était un peu quelque chose de, qu'on pouvait négliger, c'était le moment de ce qu'on appelait autrefois la décadence, l'Empire romain s'effrite. Alors évidemment, ça c'est un regard qui est vieux, qui est plus d'actualité dans les écoles historiques, c'est beaucoup plus compliqué que ça, qui était un regard même très manichéen. C'est pour ça que les historiens, maintenant, cette période, ils appellent ça l'Antiquité tardive, pour montrer que c'est pas le Haut Empire, c'est une période qui est différente, pas les mêmes caractéristiques, mais c'est pas pour autant que c'est une période de déclin. C'est pas ce qu'on appelle la chute de l'Empire romain, le déclin de l'Empire romain, ça n'existe pas en fait. C'est juste une création des historiens du XVIIIe qui dévalorisaient cette période plus qu'autre chose. Alors, je reviens un petit peu sur les frontières. On va justement avoir un nouveau regard sur les frontières. Déjà, on va prendre en compte ce qui s'est passé au IIIe siècle. Au IIIe siècle, il faut bien savoir que l'Empire romain a traversé une crise qui a vraiment mis en péril la stabilité de l'Empire. Il faut savoir qu'au IIIe siècle, la pression sur les frontières était très forte, au point qu'on a beaucoup justement de tribus barbares qui sont, qui ont fait des incursions, mais des incursions beaucoup plus violentes que d'habitude. Et le problème, c'est que vu que l'Empire romain, le pouvoir impérial était un peu affaibli, forcément, quand le pouvoir impérial est affaibli, forcément, quand ça sert un peu moins la vis à Rome, du côté des frontières, ça a tendance un peu à se relâcher. Et vu que le pouvoir impérial était marqué par des guerres civiles, oui, forcément,
En général, quand il n'y a personne quand le capitaine n'est pas à la barre du navire, le navire, oui, c'est un peu en mode Titanic après. Donc, malgré tout, l'Empire, il a quand même passé le siècle, il a survécu, mais par contre, il va falloir tirer les leçons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà, au niveau des frontières, notamment au niveau donc, du limès rhénan et du limès danubien, on a de nouveaux peuples barbares qui sont venus faire pression. C'est ce qu'on appelle les Germains occidentaux. Les Germains occidentaux, ça désigne les Alamans, les Francs. Et vous avez les fameux Germains orientaux. C'est le peuple des Goths, essentiellement, les Visigoths, les Goths de l'Ouest, les Ostrogoths, etc. etc. Donc tous ces peuples, justement, ont mis la pression sur les frontières, mais parce qu'ils ont mis la pression, mais une pression contrainte. Parce qu'en fait, au cours de ce siècle, en Asie, vous avez un autre peuple qui débarque, c'est le peuple des Huns. Et donc le peuple des Huns, les Huns c'est H-U-N-S. Le peuple des Huns, en fait, c'est des peuples nomades. Voilà, c'est des peuples d'énervés en général. Les nomades, ils n'ont pas, d'état fixe. Souvent, ils sont toujours en déplacement, ils font beaucoup de pillages. Et en fait, les Huns ont tendance, justement, lorsqu'ils avancent, ils ont tendance un peu à détruire tout sur leur passage. Et en fait, lorsque les Huns arrivent, ils ont tendance à pousser tous les autres peuples. Alors forcément, quand vous avez un peuple qui en pousse un autre, dès que vous arrivez sur la frontière, ça commence à faire beaucoup de monde. Et justement, le limès romain a du mal à tenir face à la pression. C'est pour ça que souvent les barbares, quand ils attaquent les frontières, c'est pas forcément une volonté de conquête, c'est juste qu'en fait, ils fuient un autre danger, en fait. D'accord? Parce qu'évidemment, les peuples barbares, souvent au fond d'eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est survivre. Alors, autre chose, on s'est aperçu que justement, et ça, il fallait corriger le tir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les armées sont tellement concentrées sur les frontières que, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que les barbares avaient passé justement la frontière, il n'y avait plus personne pour les arrêter. Alors si, l'armée finissait par les arrêter, mais le temps qu'elle intervienne, qu'elle manœuvre, et on s'est aperçu que justement, on va devoir réviser le système de défense frontalier. Parce que forcément, le temps qu'on remette les barbares à l'extérieur, ils ont le temps de cramer quelques cités, de faire un peu de pillage, des viols, etc. Du coup, l'empereur romain il va se dire, on va essayer un peu de corriger le tir, parce que forcément, derrière, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire, etc. Il faut se remettre un peu donc, du pillage. Donc, on va devoir repenser le système un peu frontalier. Alors, autre chose aussi, il y a une frontière qui commence à être très compliquée, c'est du côté de l'Orient. Les Perses aussi s'agitent de plus en plus. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après. Donc, déjà, il faut savoir qu'au début du IVe siècle, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle un système qu'on appelle la tétrarchie. Qu'est-ce que ça veut dire la tétrarchie? En fait, au début du IVe siècle, on a une période où on a 4 empereurs qui dirigent. Et en fait, pour essayer de réparer les dégâts, on divise l'Empire en plusieurs morceaux. Alors l'Empire, il reste uni officiellement. Mais le but, c'était de resécuriser les frontières. On s'est aperçu qu'un seul empereur, on n'arrivait pas à sécuriser toutes les frontières. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se divise un peu l'Empire en plusieurs morceaux et chacun va faire un petit peu le ménage dans son coin. Et donc ça, on le voit très bien. Donc, par exemple, au niveau de la Gaule et de la Bretagne, donc on a notamment donc, l'empereur Constance qui fait beaucoup de nettoyage, des nettoyages au sens militaire du terme, pour essayer justement de restaurer le système frontalier qui avait un peu déconné pendant le IIIe siècle. Alors, c'est un peu compliqué le début du IVe siècle parce qu'on a beaucoup d'empereurs qui succèdent, on a encore des révolutions, des coups d'État, du coup c'est jamais bien stable. Et en fait, les évolutions elles vont surtout arriver à Constantin. Donc Constantin Constantin est souvent il est connu comme étant le premier empereur qui se serait converti au christianisme. Alors souvent il est très connu pour sa dimension religieuse, mais il faut savoir que Constantin est très connu également pour avoir réformé le système militaire. Alors évidemment, il n'a pas réformé à lui tout seul. Il a commencé à mettre les bases d'un nouveau système que ses fils vont poursuivre. C'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Donc rapidement, je vais justement vous parler justement. Alors non, ça on ne va pas le faire. Justement, de la nouvelle structure militaire. Alors la nouvelle structure militaire. S'il vous plaît. Donc la nouvelle structure militaire, on va justement
Constantin va réfléchir, justement, il va voir qu'en effet, sur les frontières, il y avait un problème. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser l'armée en deux. On va créer une armée mobile et une armée des frontières pour essayer justement de combler les faiblesses de l'armée frontalière. Donc l'armée mobile, c'est ce qu'on appelle le comitatus, qui est en fait une armée qui va rester plus à l'intérieur des provinces, tandis que du côté des frontières, on va installer des unités militaires qu'on appelle les unités. Alors elles ont plusieurs noms, alors je vous mettrai sur le doc, je vous mettrai le nom, on les appelle les limitinae. En fait, ce sont des gens, des unités militaires qui sont constamment sur le front. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne une terre. Parce que l'empereur, il considère, s'ils sont propriétaires d'une terre au niveau de la frontière, ils vont essayer justement, de faire un peu plus d'efforts pour la défendre. D'accord? Parce que forcément, quand les barbares débarquent, si jamais ils cassent votre maison, l'empereur dit, ils vont être un peu plus motivés à défendre les frontières. Plutôt que les anciens soldats où ils avaient leur terre en Italie, dans des régions sécurisées où ils se disaient « Oh, après tout, c'est pas chez moi, c'est pas grave ». Du coup, on essaye un peu de motiver un petit peu les troupes frontalières en les rendant propriétaires de terres au niveau des frontières pour uniquement un peu, augmenter leur courage face aux invasions. Alors, ces unités frontalières, on les a parfois appelées les paysans soldats. Justement, ils étaient un petit peu, ils ne faisaient pas que la guerre, justement, et forcément, vu qu'ils avaient une terre, au niveau de la frontière, ils renforcent le rôle économique, et en fait, ils sont propriétaires, et quand vous avez une terre, forcément, vous devez payer l'impôt foncier, et en fait, dans le système fiscal, pour que l'impôt marche, il faut que la terre soit cultivée. Du coup, en fait, ces soldats frontaliers, un coup, ils font un peu d'agriculture, et un coup, ils vont justement faire 2-3 tours de garde. Les unités mobiles, elles, on va justement les garder plutôt. Alors, il faudrait que je retrouve mes cartes. Donc, les unités mobiles, on va plutôt. J'avance un peu si je retrouve ma carte que je veux. On va plutôt les retrouver. Alors là, vous avez la répartition des effectifs. Et les unités mobiles, en fait, on va les mettre dans les cités, plutôt à l'arrière. Et en fait, au niveau de la nouvelle stratégie de défense, le but, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on considère que si jamais les barbares franchissent la frontière, si jamais les unités frontalières n'ont pas été à la hauteur, on envoie la mobile après. Alors ça, évidemment, c'est la théorie. Dans les faits, parfois, souvent, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus chaotique. On observe que sous l'Antiquité tardive, alors ça, c'est une carte des effectifs de l'armée à la fin du IVe siècle. Et vous remarquez qu'il y a un gros déséquilibre. Alors, ce que vous avez dans les carrés, ce sont les unités mobiles qui sont réparties dans les villes. Et en fait, là, vous avez en fait tout sur le côté, les unités frontalières. Et vous remarquez qu'il y a un gros déséquilibre, c'est au niveau du Rhin, où justement, on a toute une partie des soldats qui ont été enlevés. Alors, on n'a jamais trop su pourquoi ils ont délaissé cette frontière. Pourtant, au cours de cette période, vous avez beaucoup d'opérations militaires à ce niveau-là. Et les empereurs, d'ailleurs, se déplacent sur place pour mener les opérations militaires pendant le IVe siècle. Et en fait, on arrive au Ve, les empereurs ont un peu plus la flemme, ils vont moins sur le front. Et en fait, on a l'impression qu'ils enlèvent, qu'ils dégarnissent un peu le front. Alors, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour des questions de budget. Parce qu'il faut savoir que justement, forcément, les armées, il faut les entretenir, etc. Les empereurs considèrent que justement, sur la partie du Rhin, on peut se permettre, en tout cas, ils ont laissé un peu le Rhin comme ça, alors que le Danube, vous regardez le Danube, ou vous regardez l'Orient, les effectifs sont costauds. Voilà, on a quand même beaucoup d'effectifs, et le Rhin, par contre, et le problème, c'est qu'ils ont tellement délaissé le Rhin qu'on aura un problème plus tard, donc j'y reviendrai un peu dessus. Donc au niveau justement du Ve siècle, donc il faut savoir qu'à la fin du IVe siècle, l'Empire romain est divisé en deux, définitivement, c'est en 395, on a Théodose, il y avait 2 fils, il décide de diviser l'Empire en deux, l'Occident d'un côté, l'Orient de l'autre. Je caricature un peu, mais globalement, l'Orient va mieux se porter que l'Occident. Parce que début 5e siècle, justement, on va avoir une nouvelle pression barbare qui va donc justement mettre la pression sur les frontières. Et en fait, les barbares, au 5e siècle, vont surtout s'en prendre à l'Occident. Alors, vous avez des incursions du côté de l'Orient également. Vous avez les Perses qui embêtent du côté de la Syrie. Vous avez les Visigoths qui, justement, font pression sur le Danube. Mais globalement, la partie
des frontières sur laquelle ça va être très dur de tenir, c'est toute cette partie-là. Alors il va se passer plusieurs choses. Du côté de la Bretagne, début 5e siècle, on a une évacuation des troupes romaines. Alors on n'a jamais su si les empereurs abandonnaient la Bretagne. Alors dans les faits, ils l'ont abandonnée. Sauf que dans le discours, vu que l'Empire est censé être un peu partout sur Terre, la Bretagne fait toujours partie de l'Empire. Sauf qu'à partir du moment où les troupes mobiles ont été évacuées, eh ben, la Bretagne va rentrer dans une autonomie et justement le système frontalier a tendance à complètement décliner au point que alors, les soldats qui sont sur le mur d'Adrien, déjà on observe qu'ils ne le gardent quasiment plus et en fait ils abandonnent petit à petit leur poste, hein, et d'ailleurs on ne sait même pas si les gouverneurs de Bretagne appliquent les ordres de l'empereur. Évidemment dans le discours l'empereur dit non mais je suis toujours en Bretagne, mais dans les faits la Bretagne devient complètement autonome. Et c'est là où d'ailleurs la Bretagne rentre un petit peu dans le Moyen-Âge, et c'est vrai que c'est là où il y a les légendes du roi Arthur, etc. C'est quelque chose de très flou, hein. Donc à ce niveau-là. Donc toujours pareil, au niveau du 5e siècle, il faut savoir que les Huns continuent à mettre la pression. Et en fait, on a donc notamment, ils sont toujours là, les Huns, hein, ils mettent la pression. Donc tous les peuples, on serre encore un peu plus à la frontière. Et en fait, en 406-407, la frontière va finir par céder. C'est-à-dire que justement, qu'est-ce qui se passe ? Le lime n'est plus efficace. Et en fait, les barbares, on a plusieurs peuples, on a les Suèves, les Vandales, les Alains, etc. Ils franchissent le Rhin gelé pendant l'hiver de 406 ou 407, je ne me souviens plus exactement la date, hein, à vérifier. Aucune armée frontalière est là pour les arrêter. Tous ces peuples barbares, le but, ce qu'ils veulent, c'est rejoindre l'Espagne, donc, qui est ici. Alors bon, je ne rentre pas dans le détail des opérations, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que début du 5e siècle, le limes a montré vraiment sa faiblesse. Hein. Le limes du Rhin, d'accord ? Parce que le limes du Danube va tenir le coup. Hein. Mais en même temps, c'est pas étonnant. Vous regardez la carte, oui, forcément, s'il y avait un endroit qui allait craquer, c'est forcément au niveau du Rhin. Vu qu'ils ont beaucoup, retiré des effectifs, hein, etc., etc. Alors d'ailleurs, au 5e siècle, du côté de l'Occident, on a du mal à imaginer les effectifs. Hein. On pense qu'au niveau du Rhin, il y avait à peu près 30 000 soldats, ce qui est vraiment largement insuffisant pour arrêter des milliers de barbares. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur les opérations militaires justement du 5e siècle. Hein. Il faut savoir que les Huns, ils franchissent la frontière, les Romains arrivent à les repousser. Mais du coup, au cours du 5e siècle, il faut savoir que l'Occident finit, militairement parlant, hein, l'Occident s'effondre. Les armées sont quasiment plus payées, les effectifs passent à la trappe, les empereurs sont très faibles, très faibles. Et petit à petit, on se dirige vers cette fameuse date de 476 hein, où l'Empire disparaît. Du côté de l'Orient, il faut savoir que justement les frontières vont rester stables jusqu'au 6e siècle. À la fin du 6e siècle, après Jésus-Christ, le limes au niveau du Danube et au niveau de l'Orient, ce limes commence un petit peu à décliner. Et en fait, là où le limes va complètement s'effondrer, hein, c'est au cours du 7e siècle après Jésus-Christ. Alors là, on considère qu'on est dans le Moyen-Âge, hein, au moment où vous avez les invasions arabo-musulmanes, hein, qui vont s'en prendre à l'Égypte, à la Syrie, etc., etc. Et là, pourtant le système au niveau de l'Orient avait été renforcé sous Constantin. Ils avaient notamment beaucoup renforcé le réseau de défense, ils avaient fait beaucoup de forts. Alors là, pareil, au niveau de l'Orient, on ne peut pas faire de mur, hein, mais petit à petit, le système frontalier romain en Orient, il craque, et notamment au niveau de l'Arabie, donc qui est ici, ce qu'on appelle l'Arabie pour les Romains, c'est à peu près là. Hein. Vous avez beaucoup de nomades justement qui font des razzias, de la guérilla, et en fait le système justement a du mal à lutter contre ces techniques. D'accord ? Et lorsque vous avez les invasions arabo-musulmanes du 7e siècle, hein, l'armée romaine, justement le limes tient plus le coup, hein, et l'Empire romain d'Orient rentre dans une crise. Et c'est à partir de là où le système militaire de la frontière s'effondre complètement. Donc, voilà, s'il faut retenir un peu l'effondrement du système frontalier, hein, du côté de l'Occident, c'est 5e siècle, hein,
tandis que du côté de l'Orient, c'est fin 6e, début 7e siècle. Alors, bon, j'ai fait à peu près le tour, j'ai un peu speedé. Donc au niveau, juste donc, pour conclure, au niveau de la notion d'empire, il faut savoir que justement, ce qui est important de retenir, c'est que justement, il ne faut pas imaginer une frontière linéaire, vous l'avez compris. À l'époque romaine, la frontière, elle est statique. Pardon, non, elle n'est pas statique justement, elle est constamment mouvante. On est très loin de la conception contemporaine de la frontière, de l'État souverain dans ses frontières. Pour les Romains, ça ne veut rien dire. Pour les Romains, voilà, les frontières elles sont destinées à être constamment augmentées. D'ailleurs, les empereurs romains ont le surnom d'Auguste, du nom du premier empereur romain. Auguste, augeo en latin, qu'est-ce que ça veut dire augmenter. Et du coup, la notion d'empire, qui a plus ou moins été justement mise en place par les Romains, elle va justement se diffuser pendant le Moyen-Âge. On a d'autres empires, l'Empire carolingien, le Saint-Empire romain germanique. Et justement, quand en fait un État prend le nom d'empire, le rapport à ses frontières est complètement différent. D'accord ? Il y a toujours cette vocation à l'universalité où justement on essaye de repousser les frontières. Le but, c'est de recouvrir tout le monde connu. Quand vous arrivez à la période médiévale, alors c'est une grande théorie, mais l'Occident est divisé en plusieurs royaumes. Vous avez le royaume d'Angleterre, le royaume de France, vous avez le Saint-Empire romain germanique. Dans la théorie, on considère que justement tous ces royaumes sont dominés par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui correspond à l'Allemagne. Alors évidemment, ça c'est la théorie. Mais il y a toujours un peu dans le discours un peu ce côté d'universalité. À l'époque contemporaine, quand Napoléon se fait sacrer empereur, il y a toujours un peu cette idée aussi, je suis la tête d'un empire et pas d'un royaume. Un empire, oui, c'est mieux qu'un royaume. L'empire est destiné à s'étendre. Et Napoléon Bonaparte l'a bien montré avec toutes ses conquêtes d'après 1805. Donc, l'héritage est très fort. Il faut savoir que la conception justement de l'État souverain dans ses frontières, ce n'est pas l'époque médiévale qui va non plus l'entériner, parce qu'avec le système féodal, suzeraineté vassale, la question de la frontière, on ne peut pas cartographier, c'est pas possible. Parce qu'à l'époque médiévale, on raisonne en termes de droits, et les droits, pour cartographier, c'est pas possible. C'est vraiment le XVIIe siècle, il faut attendre un conflit qui s'appelle la guerre de 30 ans, qui est en fait une guerre religieuse qui va, couper l'Europe en deux. Et en fait, le traité qui met fin à cette guerre, qu'on appelle le traité de Westphalie en 1648, va entériner un principe. Et en fait, ce principe, il va fonder un peu les États modernes de nos sociétés actuelles. C'est l'État qu'on appelle westphalien, c'est-à-dire l'État qui est souverain dans ses frontières et une frontière qui est linéaire. Donc c'est pour vous montrer que justement, cette conception de la frontière, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était dur à faire entériner. D'accord ? Dans les mentalités, oui, c'est quelque chose qui a traîné, je veux dire. Et les Romains, c'est pour ça qu'il faut bien partir du principe. Le rapport à la frontière est complètement différent dans le monde antique, dans le monde médiéval et dans notre monde. Voilà. Ici ? Alors oui, c'est vrai que je l'ai zappé un peu dans ma conférence, c'est le limès égyptien. Alors c'est vrai que, oui, en fait au niveau de l'Égypte, c'est vrai que vous avez remarqué que justement, la province égyptienne, les légions, les armées sont concentrées le long du Nil. C'est-à-dire que l'Égypte, en fait, c'est une exception. Pourtant, la frontière égyptienne, en fait, elle est là. Mais en fait, l'Égypte, les empereurs romains n'ont pas du tout la même politique du limès en Égypte. D'ailleurs, en Égypte, on ne parle même pas de limès. Et en fait, les Romains, ils ont concentré leurs troupes le long du Nil. Et en fait, on considère que si jamais il y a une invasion, on déplacera les troupes au dernier moment. Parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier que justement l'Égypte vit grâce au Nil. Et on préfère que les troupes soient près du Nil, c'est plus stratégique. Parce que le problème, c'est qu'au niveau des frontières de l'Égypte, vous êtes dans du désert, etc. Et c'est pour ça que l'Égypte, c'est une exception. C'est vraiment une exception qui est... L'Égypte a toujours été une exception dans l'Empire romain. Et en effet, le limès en fait, égyptien est complètement... n'a rien à voir en matière de gestion, vu que justement, les troupes ne sont pas sur les frontières, en fait. C'est le seul endroit, justement, où on n'a pas de troupes frontalières. Parce qu'on considère que les frontières de l'Égypte, on n'a pas besoin de les garder, en fait.
D'ailleurs, au niveau de l'Égypte, alors au niveau des forts, on a des forts qui sont immenses. Hein. Ça, c'est le fort de Luxor. Hein. Donc, ça, c'est des forts qui ont été faits sous l'Antiquité tardive. Hein. Et c'est des forts, justement, qui ne sont pas aux frontières. Hein. On est en plein cœur de l'Égypte. C'est pour ça que l'Égypte, c'est l'exception. Oui, monsieur. Par rapport au limes de l'Orient, vous avez dit qu'ils mettaient des légions dans les cités. Oui. C'est-à-dire qu'ils mettaient aussi des forts dans les cités ou qu'ils mettaient des fortins dans les cités Alors, non. Alors, de toute façon, les cités, alors c'est que j'ai pas eu le temps d'en parler. Il faut savoir qu'à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, vu qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'incursions, c'est le moment où les cités, enfin du moins les parties urbaines, on a plein de murailles, que ce soit en Occident ou en Orient. Du coup, c'est pour ça que la cité devient en fait un élément central dans la protection, parce que justement, il y a des murs. Mais en même temps, les cités elles vont être mises en relation avec des forts. Par exemple, je vous montre du côté d'Israël, on a plein de petits fortins que l'archéologie nous a montrés, comme ça. Et en fait, du coup, en Orient, on va avoir une sorte de mix entre les cités, où on a des murs, et les petits fortins. Voilà, et en fait, ça permet de créer en fait, une sorte de réseau au milieu duquel il y a des routes. Hein. Mais on se repose beaucoup sur les cités, notamment parce qu'elles sont fortifiées à la fin de l'Antiquité tardive. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus efficace. Hein. Mais en tout cas, justement, dans le système, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, dans le système de Constantin, les armées mobiles restent dans les cités. Les armées frontalières, on les fait avancer un petit peu. D'ailleurs, les soldats vivent d'ailleurs chez l'habitant. Il faut savoir que dans l'Empire romain, quand vous êtes dans une cité, vous devez des impôts. Il y a un impôt qu'on appelle l'habitatio. Et cet impôt, en fait, c'est un impôt que vous ne donnez pas de l'argent, vous hébergez un soldat chez vous, en fait. Et d'ailleurs, c'est un principe qui sera réutilisé au cours du Moyen-Âge. Vous savez que la question des casernes, par exemple en France, il faut attendre Louis XIV pour qu'on ait des véritables casernes. Hein. Même au Moyen-Âge, Madame Fière, vous me corrigerez, hein, mais il n'y a pas de caserne. Hein. Je veux dire, au XVIe siècle, les soldats sont logés chez l'habitant. Et là, on a un peu le même principe. Donc les troupes mobiles, voilà, elles sont logées chez l'habitant, ce qui pose d'ailleurs des problèmes d'ailleurs, en matière de désordre, hein, parce que les soldats, c'est des sauvages un peu. Hein. Et c'est pour ça que souvent, c'est pour ça qu'au début, les soldats, on les isolait dans les forts, parce que le but aussi, c'était pour qu'il n'y ait pas de problème, hein, parce que forcément, quand on les logeait chez l'habitant, bah oui, vous avez des problèmes de viol, ils vont à la taverne, ils cassent tout. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on avait un peu, donc, on voulait les isoler, mais en même temps, Constantin, il s'est dit, en même temps, il faut qu'ils restent dans les villes aussi. Oui. Attendez, reformulez. On a dit qu'au 7e siècle, c'était la fin. En Orient, oui. Du coup, les troupes qui s'en vont, elles vont être remplacées par il va y avoir un autre système ? Non, parce que justement, quand le limes s'effondre au début du 7e siècle, vu qu'il y a les invasions arabo-musulmanes, ils font la conquête de la Syrie, de la Palestine, de l'Égypte. Et en fait, l'Empire romain se replie complètement du côté de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle. Et en fait, on a un nouveau système, alors ça c'est à l'époque byzantine, hein, parce que l'Empire romain d'Orient, il prend le nom d'Empire byzantin, que vous avez étudié un petit peu, je crois, en seconde. Toutes les troupes sont rapatriées du côté de la Turquie actuelle, hein, ce qu'on appelle l'Asie mineure, parce que la Syrie, la Palestine, l'Égypte s'effondrent, et le système frontalier, en fait, disparaît complètement. Il faut attendre le Xe siècle, au cours du Moyen-Âge, pour qu'on ait un nouveau système frontalier, qui est le système des stratiotes, qui est en fait un système qui apparaît au Moyen-Âge, qui fonctionne un peu comme le système frontalier de l'Antiquité, mais qui est un petit peu différent. Alors après, je ne suis pas byzantiniste, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais toutes les troupes sont rapatriées du côté de la Turquie actuelle. On ne parle pas de Turquie à l'époque, hein, mais d'Asie mineure. Oui. Pourquoi, quand les Huns font pression sur le limes de Rhin, ils veulent atteindre l'Espagne ? Pardon ? Pourquoi, quand le peuple des Huns Alors, ce n'est pas les Huns. Les Huns poussent d'autres peuples, les Alains, les Suèves, les Vandales, et c'est eux, justement, ils franchissent le Rhin et ils se dirigent vers l'Espagne. Les Huns, eux, ils vont être arrêtés à la bataille des champs cataloniques, hein, en fait, eux, ils sont arrêtés au niveau de la Gaule, sauf que les Vandales, justement, et les Suèves vont aller jusqu'en Espagne. Et en fait, ils sont inarrêtables, hein, parce que même l'armée mobile les a pas arrêtés, et d'ailleurs, les Vandales, ben oui, le terme de Vandale, ça vient de là, en plus, il y a eu beaucoup de destruction au passage, et d'ailleurs les Vandales ne s'arrêtent même pas à l'Espagne, ils passent en Afrique. Et c'est le moment d'ailleurs où les Romains perdent l'Afrique.
Mais voilà, en fait, c'est pour ça que les invasions barbares, il ne faut pas imaginer un truc organisé, en fait. Hein. C'est juste, en fait, des peuples qui voulaient rentrer dans l'Empire pour fuir d'autres peuples un peu plus énervés qu'eux, en fait. C'est tout. Hein. Vous n'avez pas de programmation de conquête. Voilà, il ne faut pas imaginer ça. Et donc, forcément, ça met la pression sur les frontières. C'est pour ça que même, il y a des moments, notamment au début du IVe siècle, les Romains font rentrer volontairement des peuples barbares par la négociation, parce qu'on se dit, ils vont tout casser, et notamment les Visigoths, au début. Il y a eu des traités, justement, où ils se sont dit, allez, on vous fait franchir la frontière, on passe un traité avec vous, vous restez sur le territoire frontalier. Le problème, c'est que, forcément, au bout d'un moment, ça finit par craquer, hein, et du coup, les traités ne tiennent plus, et c'est là où, souvent, il y a des désaccords entre les Romains et les peuples qu'ils installent. C'est ce qu'on appelle le système des fédérés. C'est-à-dire que les Romains, ils se disaient, bon, qu'est-ce qu'on fait? On achète un peu de la paix sociale, on fait rentrer quelques peuples, on leur donne un territoire où ils sont, dans l'Empire. En même temps, on va leur demander de protéger ce territoire, et en retour, ils évitent de tout casser. En gros, c'est un peu ça le contrat. Sauf qu'au bout d'un moment, parfois, les peuples, souvent, les peuples barbares finissent un peu par se révolter et faire n'importe quoi. Les Visigoths, qui étaient censés être justement des fédérés au service de Rome, qui avaient été installés, ils sont allés piller Rome. Hein. Voilà, mais ça montre en fait la faiblesse en fait, du pouvoir impérial à l'époque tardive, en fait, parce qu'ils ne savent plus comment gérer ce système frontalier. Du coup, ils font rentrer des barbares, et pareil, ils se disent, allez, on les fait rentrer, ils sont gentils, on passe un accord avec eux. Et en fin de compte, ça ne marche pas. Et surtout parce qu'en fait, le pouvoir impérial, en plus, est très corrompu. Il y a beaucoup de coups d'État. L'époque tardive, vous n'avez que des coups d'État. Alors quand vous avez un pouvoir impérial qui a du mal à tenir la route, forcément, sur les frontières, la gestion frontalière, c'est assez compliqué. Et pourtant, Constantin a tout fait les efforts pour essayer de refonder le système des frontières. Il avait nommé ce qu'on appelle des duces, c'est-à-dire des généraux, dux en latin c'est le général, qui gardaient juste les frontières avec des troupes, etc. Sauf que le problème c'est qu'au bout d'un moment ça finit toujours par craquer, puis en plus les finances ne suivaient plus. Et en plus la fin de l'Empire romain est beaucoup marquée par la corruption. Je sais que j'en ai pas parlé, mais il faut savoir que toutes ces troupes que vous avez sur l'Imes, elles ont faim, il faut les nourrir, il faut les payer, il faut les nourrir. La solde, alors la solde, ce qu'on appelle la solde, ça vient de là, c'est pour ça qu'on a le terme de soldat, c'est le militaire qui touche sa solde, c'est un concept de l'État moderne. La solde, soit vous recevez un peu d'argent, soit vous recevez, il y a une partie de l'impôt qui est prélevée et qui est donnée en nature directement. Et en fait, ça permet de nourrir directement les soldats. Quand vous êtes soldat à la frontière, vous recevez un peu d'argent, mais il y a une partie de votre impôt vous recevez en blé, en pain, en nourriture. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe? C'est que sur les frontières, vous avez des généraux, alors c'est un peu des Balkany en puissance, ils tiennent des fausses listes fictives de soldats, et ils essayent de gruger l'administration pour souvent avoir un peu plus. Alors du coup, ils inventent des régiments qui n'existent pas, alors vu que c'est tellement corrompu à certains niveaux d'administration, ça permet d'avoir un peu plus, c'est un peu comme les emplois fictifs de Paris. Alors que vous, c'est vrai que c'est dans quelle année les emplois fictifs de Paris? C'est vieux, quoi. Enfin, voilà. En gros, ils tiennent des listes fictives pour avoir plus. Et le problème, c'est vu que l'administration avait du mal à contrôler ce qui se passait à l'échelle locale. Donc forcément, lorsque tout le monde gruge un petit peu, oui, les finances commencent un peu à partir. Souvent, le gros problème des empereurs romains, c'est un peu domestiquer leur administration et leurs généraux. Comme je vous ai dit, les généraux, il y a toujours la peur, c'est qu'ils se rebellent en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, à l'époque tardive, les généraux des frontières, ce ne sont pas des gouverneurs. Le gouverneur, il n'a aucun pouvoir militaire. Parce qu'à l'époque haute impériale, c'est comme si je vous disais le préfet dirige l'armée, c'est-à-dire que ça donnerait énormément de pouvoir au préfet. À l'époque impériale, haute impériale, les gouverneurs avaient le pouvoir civil et le pouvoir militaire, sauf qu'il y avait certains gouverneurs, c'était quasiment des mini-empereurs. Le gouverneur de Syrie, il était super puissant, le gars, il avait des légions, etc. C'est pour ça que l'empereur, il avait toujours peur que le gouverneur de Syrie fasse n'importe quoi. C'est pour ça qu'à l'époque de Constantin, qu'est-ce qu'on s'est dit? On enlève le pouvoir militaire aux gouverneurs, les gouverneurs vont s'occuper uniquement du civil, la justice, les impôts, et en fait on met des gouverneurs militaires. En fait, c'est le principe de séparation des pouvoirs, qui est un principe qui existe encore dans la France actuelle. Parce qu'on s'est aperçu que lorsque vous donnez tous les pouvoirs à un représentant de l'État, souvent c'est là où ça... Alors vous allez me dire, même en faisant ça, ça n'a pas empêché la corruption. Mais ça montre aussi un peu le problème qui est très latent dans ces administrations antiques. L'Empire romain était sous-administré, je veux dire, il y avait 30 000 fonctionnaires à l'époque tardive. C'est pas grand-chose, 30 000 fonctionnaires, regardez la taille des territoires. 300 000 à 400 000 soldats, c'est pas grand-chose non plus. Je veux dire, c'est que c'est beaucoup sur le papier, mais
quand vous regardez la taille du territoire, c'est non. Franchement, l'Empire romain a moins de fonctionnaires que dans la France actuelle. Hein. Et pourtant, le territoire est plus grand. Oui, Béatrice. En Afrique, il n'est pas du tout marqué dessus. Non. Non, parce qu'en fait, il est à cartographier, c'est quasiment impossible en fait, c'est ça. C'est vrai que sur les cartes, ils n'ont jamais. Il n'est pas du tout marqué au sol. Ah non, non. Non, mais c'est ça le gros problème. Alors en Afrique, le problème c'est que vu qu'en fait on a du désert, en fait on a 2-3 avant-postes, 2-3 fortins. Mais les Romains, je pense qu'eux-mêmes ne savent pas trop où ça s'arrête en fait. Après, si, ce qui va faire un peu la limite, ça doit être au niveau du cadastre. À partir du moment, le dernier terrain qui paye l'impôt, ben oui, forcément. Mais par contre, c'est qu'en Afrique, avec le Sahara, ben forcément, c'est. De toute façon, la question africaine, c'est là où ils ont le plus galéré. Après, ils partent du principe, de toute façon, le Sahara est une barrière en soi déjà. D'ailleurs, ils ont moins eu de problèmes au niveau de l'Afrique qu'au niveau de l'Occident, d'ailleurs.